Nous avons besoin d'idées neuves, mon PDG a confié mon poste à son frère. J'ai souri, j'ai démissionné, puis la FDIC a appelé, sans un responsable BSA qualifié, toutes les demandes d'expansion sont gelées. Leur contrat de 43 millions de dollars vient de s'évaporer. La salle de conférence du 42e étage La salle de conférence du 42e étage offrait une vue sur la ligne d'horizon de Chicago, qui coûtait plus cher au pied carré que la plupart des maisons. J'avais passé 11 ans dans cette pièce, à regarder cette ligne d'horizon changer, des grues s'élevaient, des tours s'effondraient, la ville se réinventait chaque décennie, comme le font les villes. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de m'asseoir là, un mardi matin de mars, et de voir toute ma carrière être confiée à un jeune de 29 ans, qui pensait que le capital réglementaire était un quartier de Washington DC. Je m'appelle Marcus Webb. J'ai 53 ans et, pendant 11 ans, j'ai été directeur de la conformité chez Alcyon Financial Partners, une société de portefeuille bancaire régional de taille moyenne, gérant environ 4,2 milliards d'actifs dans l'Illinois, l'Indiana et le Wisconsin. J'ai bâti le programme de conformité à partir de zéro, après l'ordonnance de consentement de l'OCC de 2013, qui a failli nous retirer notre licence d'exploitation. J'ai rédigé les politiques BSA-AML. J'ai conçu le cadre de déclaration des activités suspectes. J'ai formé chaque analyste de conformité qui a travaillé sous ma direction. Lorsque les examinateurs fédéraux franchissaient nos portes, ils demandaient à me voir par mon nom. Je devrais vous parler de la pression financière sous laquelle j'opérais à l'époque, car cela a son importance pour ce qui va suivre. Ma femme, Hélène, avait été diagnostiquée d'un cancer du sein de stade 2 14 mois plus tôt. Son traitement en chirurgie, chimiothérapie, le protocole de thérapie ciblée recommandé par son oncologue a rapidement épuisé notre franchise d'assurance et a continué. Entre les plafonds de dépenses personnelles, le médicament expérimental que son plan ne couvrait que partiellement et la perte de revenus lorsqu'elle a dû prendre du recul par rapport à son propre poste d'administratrice d'hôpital, nous brûlions nos économies à un rythme qui m'aurait alarmé. Même sans la menace imminente de perdre mon emploi. Perdre ma position signifiait perdre notre couverture d'assurance pendant la pire période possible. Je ne pouvais pas me permettre d'être désinvolte face à tout cela. Donc, lorsque le nouveau PDG est arrivé en septembre, j'ai observé attentivement et je n'ai rien dit. Son nom était Carter Whitfield, 44 ans, avec une expérience en capital investissement, amenée par le conseil d'administration après le départ à la retraite de notre PDG de longue date. Carter est arrivé en parlant de transformation et d'efficacité, d'optimisation et de redimensionnement de l'organisation pour le prochain cycle de croissance. Les mots à la mode roulaient sur lui comme l'eau sur un pare-brise. Lors de sa première réunion générale, il a décrit notre infrastructure de conformité comme un fardeau héritage. J'ai noté ces deux mots sur mon bloc-notes, les ai entourés et j'ai souligné le cercle. Quand quelqu'un qualifie votre fonction de fardeau héritage dans un environnement bancaire réglementé par le gouvernement fédéral, ce n'est pas un compliment pour vos connaissances institutionnelles. Les signes avant-coureurs ont commencé à apparaître en octobre. Carter a commencé à planifier des sessions stratégiques avec les chefs de département, auxquelles mon équipe n'était pas invitée. Je l'ai appris de Sandra Kim, ma directrice adjointe de la conformité, qui avait vu les invitations de calendrier partir. Quand j'ai interrogé l'assistante exécutive de Carter à ce sujet, on m'a dit que les sessions étaient axées sur l'efficacité opérationnelle et que ma contribution serait intégrée lors de la mise en œuvre. C'est ainsi que j'ai appris que j'étais relégué d'une place à la table à quelqu'un à qui l'on remet les procès-verbaux après coup. L'avantage de la conformité bancaire, c'est qu'elle n'est pas facultative et qu'elle n'est pas abstraite. Le Bank Secrecy Act, les normes de sécurité et de solidité de la FDIC, les protocoles d'examen de l'OCC, ce ne sont pas des suggestions que les dirigeants ambitieux peuvent simplifier. Les examinateurs fédéraux ne se soucient pas de votre discours de transformation. Ils se soucient de savoir si vos rapports d'activité suspectes sont déposés dans les 60 jours suivant leur détection, et si votre responsable BSA a une autorité démontrable et un accès direct au conseil d'administration. Les réglementations sont explicites. Les conséquences du non-respect sont existentielles. Carter ne comprenait rien à cela, et il s'était entouré de personnes qui ne comprenaient pas non plus. Le nom de son frère était Derek Whitfield, 29 ans, diplômé de Duke, un an dans un cabinet de conseil spécialisé dans l'aide aux entreprises de vente au détail pour optimiser les points de contact clients, quoi que cela signifie. Derek avait rejoint Alcyon en août, techniquement en tant qu'analyste senior en stratégie, mais tout le monde à l'étage exécutif comprenait que son vrai rôle était celui d'un recrutement de proximité de Carter. Il avait la même mâchoire que Carter,
la même cadence quand il parlait, et la même incompréhension fondamentale que la confiance et la compétence sont des choses différentes. En novembre, Derek assistait au briefing pré-examen de la FDIC que je dirigeais depuis 2016, non pas en observateur, mais en participant, posant des questions qui révélaient qu'il avait mémorisé le vocabulaire sans en absorber la substance. Lors d'une session, il a qualifié notre programme d'identification des clients de couche d'interface KYC. L'examinatrice de la FDIC, une vétéran de 20 ans nommée Patricia Holloway, l'a regardé comme un chirurgien regarde quelqu'un qui vient de décrire le cœur comme le mécanisme de pompage du sang. J'ai corrigé le cadrage de Derek discrètement et j'ai fait avancer la conversation. Patricia a croisé mon regard de l'autre côté de la table et m'a fait ce petit hochement de tête microscopique que les régulateurs professionnels utilisent lorsqu'ils enregistrent quelque chose pour plus tard. En décembre, Carter m'a appelé dans son bureau pour ce qu'il a décrit comme une conversation d'alignement stratégique. Il se tenait à sa fenêtre quand je suis entré, ce que j'ai reconnu comme un choix de positionnement de pouvoir qu'il avait probablement appris lors d'un séminaire de leadership quelque part. Marcus, dit-il sans se retourner immédiatement, nous restructurons la façon dont la conformité interagit avec notre stratégie de croissance. Nous avons besoin de quelqu'un dans cette fonction capable de traduire les exigences réglementaires en opportunités commerciales, plutôt que de traiter chaque examen comme un exercice de gestion des menaces. Je m'étais préparé à cette conversation pendant 2 mois. Je m'assis, croisa une jambe sur l'autre et attendis. Il se retourna et expliqua qu'il créait un nouveau poste, directeur de la stratégie réglementaire, avec une rémunération améliorée, un rapport direct au conseil d'administration, et un siège au comité exécutif. Mes responsabilités actuelles de responsable de la conformité seraient transférées à Derek, que Carter décrivait comme apportant une nouvelle perspective sur la façon dont nous envisageons les relations réglementaires. Nouvelle perspective en matière de conformité BSA-AML. J'ai pensé au système de dépôt de SAR de 11 ans que j'avais construit, au protocole d'agrégation de CTR, aux procédures de diligence raisonnable renforcées pour nos comptes de personnes politiquement exposées. J'ai pensé à Derek qui appelait notre programme d'identification des clients une couche d'interface. J'ai dit à Carter que j'appréciais la considération et j'ai demandé quelques semaines pour examiner attentivement la proposition. Il sourit de la manière dont les gens sourient quand ils pensent avoir résolu un problème. Je lui ai rendu son sourire, de la manière dont les gens sourient quand ils savent quelque chose que l'autre personne ignore. Cet après-midi-là, j'ai appelé Raymond Okafor. Ray était un ancien examinateur de l'OCC qui dirigeait maintenant un cabinet de conseil bancaire, InTheLop, et plus important encore, c'était la personne qui m'avait aidé à naviguer Alcyon à travers l'ordonnance de consentement de 2013. Ray comprenait l'architecture réglementaire des banques à charte fédérale, comme les chirurgiens comprennent l'anatomie, non seulement ce qui était visible en surface, mais aussi ce qui portait la charge en dessous. Ray, dis-je quand il décrocha, j'ai besoin d'examiner quelque chose dans nos accords réglementaires, spécifiquement concernant les exigences du responsable de la conformité désigné et la façon dont celles-ci interagissent avec notre accord de supervision de la FDIC de 2014. Il resta silencieux un instant. Vous opérez toujours sous le protocole d'entente de 2014. Oui. Il n'a jamais été officiellement résilié, juste passé en statut de surveillance inactive après 3 examens sans problème consécutif. Il expira lentement. Et Carter le sait? Carter sait que nous avons eu des problèmes réglementaires il y a une décennie, nous les avons résolus. S'il connaît les dispositions spécifiques du protocole d'accord, je ne peux vraiment pas vous le dire. Le protocole d'accord de 2014 entre Alcyon Financial Partners et le bureau régional de la FDIC à Chicago faisait 47 pages. Il avait été exécuté à la suite d'un examen réglementaire qui avait révélé des faiblesses importantes dans notre programme BSA-AML, notre fonction d'audit interne et la supervision par notre conseil d'administration du risque de conformité. Le protocole d'accord avait des exigences spécifiques, des rapports trimestriels au conseil d'administration, des calendriers d'examen renforcés, et une disposition en particulier, avec laquelle j'avais vécu pendant 11 ans et que Carter Whitfield n'avait apparemment jamais lu. La section 8, paragraphe 3, exigeait que tout changement du responsable BSA désigné ou du directeur de la conformité chez Alcyon Financial Partners soit signalé au bureau régional de la FDIC à Chicago, au moins 90 jours avant le changement. Accompagné de la documentation des qualifications du responsable entrant, et sous réserve de la non-objection de la FDIC avant que le changement ne puisse être mis en œuvre. Ray a confirmé ce que je savais déjà. Si Carter déplaçait Derek dans mon rôle sans ce processus de notification et d'approbation, Alcyon serait en violation de son protocole d'accord.
Une violation du protocole d'accord, en particulier celle impliquant un responsable de la conformité désigné, déclencherait une escalade automatique à la division de la surveillance de la gestion des risques de la FDIC. Cette escalade lancerait un examen formel de la situation de conformité de l'institution. Pendant cet examen, la FDIC suspendrait l'approbation de toute demande d'alcyon, les demandes de création de succursales en cours, les approbations de produits, les dossiers de fusion, tout s'arrêterait. Pourquoi cet intérêt particulier pour cela? Demande d'arrêt. Planification de la succession, dis-je. Les transitions de leadership nécessitent une préparation minutieuse. Il resta silencieux à nouveau. Puis, vous savez que le bureau régional de Chicago a une nouvelle examinatrice en chef, Patricia Holloway. Je souris. Je connais Patricia. Elle ne rate rien, dirait. Je le sais aussi. J'ai passé les 2 semaines suivantes à constituer un dossier de documentation, non pas un dossier que je prévoyais de remettre à quiconque chez Alcyon, mais des archives personnelles de 11 ans de connaissances institutionnelles. Toutes les politiques BSA-AML que j'avais rédigées, chaque rapport d'examen, chaque correspondance de la FDIC, la preuve documentée que le programme de conformité d'Alcyon était essentiellement le produit des efforts soutenus d'une seule personne pendant plus d'une décennie. J'en gardais des copies sur des disques cryptés chez moi. Janvier a permis de préciser le calendrier de Carter. Il a annoncé en interne que Derek ferait la transition vers la fonction de stratégie réglementaire et de conformité, fin février, avec un transfert complet achevé d'ici le 15 mars. Le timing était délibéré. Notre examen annuel programmé de la FDIC était fixé au 7 avril. Carter croyait apparemment que Derek pouvait apprendre 11 ans d'infrastructure de conformité en 6 semaines, et la présenter de manière crédible aux examinateurs fédéraux 8 semaines plus tard. Sandra est venue à mon bureau un lundi matin, fin janvier, l'air d'avoir veillé pendant 40 heures. Elle a fermé la porte et posé son ordinateur portable sur mon bureau. « Marcus, dit-elle, je dois te montrer ce que Derek propose pour la préparation de l'examen. » Il avait redessiné notre cadre de gestion des examens. La documentation détaillée de surveillance des transactions, que l'équipe de Patricia Holloway s'attendrait à examiner, les dossiers de disposition des alertes, les modèles narratifs de SAR. Les fichiers de diligence raisonnable renforcés avaient été consolidés en ce que Derek appelait un tableau de bord de conformité intégré, une seule présentation PowerPoint avec des mesures récapitulatives et des graphiques. Qu'il pensait communiquerait notre position de conformité plus efficacement que la documentation sous-jacente. Sandra, dis-je, que se passe-t-il lorsque l'équipe d'examen demande la documentation source derrière ces mesures? C'est ce qui m'inquiète. Derek m'a dit que les examinateurs apprécient une présentation simplifiée, qu'ils n'ont pas besoin de se plonger dans des années de dossiers transactionnels si nous leur fournissons les conclusions analytiques. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Les examinateurs de la FDIC n'acceptent pas les conclusions analytiques en lieu et place des documents sources. Ce sont des auditeurs, de par leur formation et leur statut. Ils demanderont les dossiers de dépôt de SAR remontant à 3 ans. Ils demanderont la méthodologie d'agrégation des CTR. Ils demanderont la preuve que notre comité d'audit du conseil d'administration a reçu des rapports BSA trimestriels, dans le format requis par le protocole d'accord. Lorsque Derek ne pourra pas produire ces éléments, ils émettront une liste de demandes de documents, ce qui prendra 6 semaines à mon équipe pour y répondre. Et pendant ces 6 semaines, la note d'examen sera suspendue et toutes nos demandes en cours resteront gelées. Quelles applications en attente avons-nous? Elle me regarda attentivement. Vous ne savez pas? Dites-moi. Carter avait passé l'automne à négocier un accord d'expansion de succursales avec une société de capital investissement appelée Meridian Capital Group, 15 nouvelles succursales dans les banlieues de Chicago. Financée par une structure de partenariat qui nécessitait l'approbation par la FDIC d'une demande de création de succursales. L'accord était évalué à 43 millions de dollars en capital engagé. Carter avait dit au conseil d'administration qu'il serait conclu d'ici le 2e trimestre. La demande de création de succursales avait été déposée en novembre. Elle était en attente d'examen au bureau régional de la FDIC à Chicago. L'équipe de Patricia Holloway. Je suis resté silencieux un long moment avec cette information. Puis j'ai commencé à téléphoner. L'entreprise s'appelait Lakefront Compliance Advisors. Ils occupaient 2 étages d'un immeuble de bureaux sur Michigan Avenue, et leur directrice générale était une femme nommée Christine Park, qui avait passé 12 ans en tant que cadre supérieur de la conformité dans 2 des plus grandes sociétés de portefeuille bancaire du Midwest. Avant de devenir indépendante.
Nous nous étions croisés à la conférence sur la conformité de l'Illinois Bankers Association chaque année, au cours des 5 dernières années. Elle m'avait recruté 2 fois. J'avais refusé 2 fois parce que le moment n'était pas propice. Je l'ai appelée un mercredi soir, depuis ma voiture dans le parking de Alcyon. Christine, dis-je quand elle décrocha, j'ai besoin d'avoir une conversation que j'aurais dû avoir il y a 1 an. Elle rit. Le moment est enfin venu, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. J'aimerais amener Sandra Kim avec moi. C'est la meilleure directrice adjointe de la conformité de l'Illinois et elle gâcherait sa carrière à regarder ce qui est sur le point de se passer chez Alcyon. Christine n'a pas hésité. Quel est votre échéancier? J'ai besoin de 8 semaines pour gérer la transition correctement. Il y a des exigences de notification réglementaires pour mon départ qui doivent être gérées avec soin. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que ces exigences de notification allaient devenir l'éducation catastrophique de Carter Whitfield sur la différence entre la gestion d'un portefeuille de capital investissement et la gestion d'une institution financière supervisée par le gouvernement fédéral. J'ai remis ma démission un vendredi matin début février, non pas à Carter, ni aux ressources humaines. J'ai envoyé la lettre directement à Raymond Okafor, qui l'a soumise en mon nom au bureau régional de la FDIC à Chicago, accompagnée d'une notification formelle, en vertu de la section 8. Paragraphe 3, du protocole d'accord de 2014. Marcus Webb, responsable BSA désigné et chef de la conformité pour Alcyon Financial Partners, quitterait l'institution le 28 mars. La notification incluait le nom de Derek Whitfield comme successeur proposé, ainsi que son résumé biographique, diplômé de Duke, 1 an de conseil en vente au détail, 8 mois en tant qu'analyste senior en stratégie dans une société de portefeuille bancaire. L'équipe de Patricia Holloway a répondu dans les 48 heures. La lettre de la FDIC au conseil d'administration de Alcyon faisait 4 pages. Elle accusait réception de la notification de changement de responsable de la conformité. Elle exprimait l'intention de la FDIC de procéder à un examen de surveillance hors cycle, à la lumière du changement de personnel proposé, compte tenu de l'historique de l'institution, en vertu du protocole d'accord de 2014. Elle notait que la demande de création de succursale, déposée en novembre, était placée en statut d'examen différé, en attendant la résolution des questions de supervision soulevées par la notification de personnel. Il était demandé au Conseil de fournir une évaluation détaillée des qualifications du successeur proposé, dans les 30 jours. Le statut d'examen différé signifiait que l'accord de 43 millions de dollars était gelé. L'assistante de Carter a appelé mon téléphone portable 11 fois ce vendredi après-midi. J'étais dans un café sur Wacker Drive, en train de revoir mon contrat de travail avec l'Ecfront, alors j'ai laissé les appels aller sur la messagerie vocale. Ces messages passèrent par les étapes avec une rapidité impressionnante, confusion, puis urgence, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la panique au 7e message. Je suis arrivé au bureau le lundi matin parce qu'il me restait encore 7 semaines dans ma période de préavis, et j'avais l'intention de les gérer professionnellement. Carter m'attendait avant que je n'atteigne la porte de mon bureau. Il avait l'air d'un homme qui avait passé le week-end à découvrir des choses sur son industrie, qu'il aurait dû savoir avant d'accepter le rôle de PDG. « Marcus, dit-il, nous devons parler de la lettre de la FDIC. »« Nous pouvons parler, dis-je. » Il me suivit dans mon bureau et ferma la porte. Sa posture avait changé par rapport à l'homme qui se tenait à la fenêtre 8 semaines plus tôt, se positionnant stratégiquement. Il se tenait devant mon bureau, comme le font les gens quand ils n'ont plus d'option de positionnement. La demande de création de succursale, commença-t-il. L'accord avec Meridian? Il doit y avoir un moyen d'obtenir que la FDIC lève le report. Je m'assis. Il existe un processus pour répondre à la lettre de supervision. Votre conseiller juridique général devrait coordonner avec un conseiller juridique bancaire externe immédiatement. Vous devrez soumettre la documentation de qualification de Derek dans les 30 jours, mais je serai franc avec vous. La FDIC ne va pas approuver un consultant en vente au détail de 29 ans, comme responsable BSA pour une institution qui opère toujours sous un protocole d'accord de 2014. Ce n'est pas un jugement politique, c'est une question de normes réglementaires. Derek n'a pas la certification CAMS, n'a pas l'expérience d'examen et n'a pas l'historique institutionnel avec notre programme de dépôt de SAR que les examinateurs exigeront. Il resta silencieux un instant. Quelles sont nos options? Vous avez 2 chemins. Le premier est de retirer la notification de successeur proposée, d'arrêter la restructuration de la conformité et de maintenir la structure du programme actuel. La FDIC pourrait lever le report si elle constate la continuité du personnel qualifié.
Le second est d'embaucher un candidat externe avec les références, l'expérience et la certification appropriée, ce qui prendra un minimum de 3 à 4 mois, même avec une recherche agressive, et pendant ce temps, le report restera probablement en place. Et vous, restez-vous? J'ai accepté un poste dans une autre organisation. Ma date de départ est le 28 mars. L'accord avec Meridian se termine en juin. Carter le dit comme un fait, mais cela ressemblait à une question. Alors, je concentrerai votre énergie sur le chemin 1 ou le chemin 2. Il resta là un instant de plus, regardant la vue derrière mon bureau, la même ligne d'horizon de Chicago que j'avais regardée pendant 11 ans. J'ai repensé à ce matin de 2013, lorsque je me tenais dans une salle d'examen réglementaire et que j'avais dit à l'OCC que je reconstruirais personnellement le programme BSA, et que je le rendrais infaillible. J'avais fait exactement cela. Il s'est juste avéré que la balle est finalement venue de l'intérieur du bâtiment. Marcus, dit-il finalement, j'ai pris des décisions l'année dernière, et je pense que nous savons tous les deux qu'elles étaient mauvaises. Le rythme auquel j'allais, les hypothèses que je faisais sur la rapidité avec laquelle Derek pourrait être mis à niveau. S'il y a un chiffre qui vous retient ici jusqu'à la conclusion de l'affaire Meridian, je veux l'entendre. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un essayait de me faire une offre chiffrée par désespoir, et la réponse était la même que toujours. Carter, dis-je, il y a 11 mois, vous vous teniez dans ce bâtiment et avez qualifié ma fonction de fardeau hérité. Ce que j'ai appris, c'est que les régulateurs fédéraux ont un terme différent pour cela. Ils l'appellent l'infrastructure de sécurité et de solidité, et ils sont assez rigides quant à l'exigence de son existence. Je le laissai dans mon bureau et allai trouver Sandra pour la briefer sur la semaine à venir. Les 6 semaines suivantes furent professionnellement sans histoire de mon côté, et, selon les rumeurs, catastrophiques du côté de Carter. J'ai complété un dossier de documentation complet de notre programme de conformité existant et l'ai remis à l'agent BSA par intérim que le conseil d'administration de Alcyon s'est empressé d'engager auprès d'une société de conseil, une femme nommée Gloria Chen. Avec 20 ans d'expérience en réglementation bancaire, avec qui j'avais travaillé au sein d'un comité de l'Illinois Bankers Association en 2019. J'ai dit à Gloria tout ce qu'elle devait savoir sur l'historique de notre programme, nos relations avec les examinateurs et notre point de contact à la FDIC. Je l'ai fait parce que la fonction de conformité était importante, quel que soit ce qui m'était arrivé personnellement, et parce que les employés de mon équipe méritaient une transition ordonnée. La démission de Sandra Kim a suivi la mienne de 3 semaines. 2 de nos analystes seniors ont remis leur préavis la semaine suivante. Mon dernier jour était un jeudi. J'ai traversé le parquet de trading et les opérations en sortant, serrant la main de personnes avec qui j'avais travaillé avant même que certains d'entre eux n'aient terminé leurs études. L'étage exécutif était calme. Carter, selon les rumeurs, était en appel consécutif avec les membres du conseil d'administration et des conseillers externes. Derek, m'a-t-on dit, avait été discrètement réaffecté au développement commercial, après que la réponse de la FDIC à l'évaluation de ses qualifications ait rendu sa nomination proposée intenable. Sur Michigan Avenue, à 3 pâtés de maison du bureau, mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. Lakefront Compliance Advisors annonçait la nomination de Marcus Webb en tant que directeur général de la pratique de réglementation bancaire. Sandra Kim rejoindrait en tant que directrice principale. Christine avait spécifiquement gardé l'annonce pour cet après-midi. J'ai appris le reste par mes contacts dans l'industrie au cours des mois suivants, la façon dont les nouvelles circulent dans une communauté professionnelle spécialisée où tout le monde se connaît et où les résultats réglementaires sont du domaine public. L'examen différé de la FDIC sur la demande de création de succursales s'est prolongé jusqu'au 2e trimestre, après que le nouvel agent de conformité par intérim de Alcyon ait eu besoin de plus de temps pour répondre aux demandes de documents de l'examinateur lors de l'examen de surveillance. Hors cycle. L'examen, une fois conclu, a entraîné une dégradation de la notation du volet gestion, ce qui a déclenché une attention de surveillance renforcée pour les 18 mois suivants. L'affaire Meridian Capital n'a pas été conclue en juin. Elle n'a pas été conclue au 3e trimestre. En octobre, Meridian Capital a annoncé avoir redirigé l'engagement d'expansion de succursales vers un autre partenaire bancaire régional qui, comme l'a décrit leur communiqué de presse, avait un profil réglementaire entièrement résolu et une infrastructure de conformité établie. 43 millions de dollars. Carter Whitfield a démissionné en novembre, invoquant le désir de poursuivre d'autres opportunités. Le conseil d'administration a nommé un PDG par intérim, avec 30 ans d'expérience dans la banque commerciale, ce qui est le genre de cadre qu'ils auraient dû embaucher la première fois.
Le profil LinkedIn de Derek Whitfield a été mis à jour à peu près au même moment, pour montrer qu'il avait effectué une transition vers un poste dans une société de conseil en immobilier commercial à Atlanta. J'espère sincèrement qu'il a trouvé quelque chose dans quoi il est bon. Hélène a terminé son dernier protocole de traitement en août et ses dernières analyses sont revenues négatives. Nous avons célébré dans un restaurant du centre-ville qu'elle avait toujours voulu essayer, et je l'ai regardé rire de quelque chose que sa sœur avait dit à travers la table et j'ai pensé à la façon étrange dont la pire année de votre vie peut aussi contenir les choses qui comptent le plus. Il existe une version de cette histoire racontée comme une vengeance. Je ne la raconte pas de cette façon, et non pas parce que j'essaie de paraître gracieux. C'est parce que l'appeler vengeance attribue mal la cause. Je n'ai pas orchestré les résultats de Carter. J'ai suivi une obligation professionnelle, j'ai documenté mon départ correctement et j'ai laissé les exigences réglementaires fédérales fonctionner comme elles étaient conçues pour fonctionner. La FDIC ne se soucie pas des politiques internes. Elle se soucie de savoir si votre responsable BSA peut expliquer votre méthodologie de dépôt de SAR à un examinateur fédéral. Lorsque la réponse à cette question est non, l'institution en subit les conséquences. Ce que Carter a réellement perdu, ce n'est pas 43 millions de dollars. Il a perdu 11 ans de quelqu'un qui a choisi de rester au même endroit et de construire quelque chose qui fonctionne. C'est un type d'actif différent de tout ce qui apparaît dans un bilan, et ce qui est intéressant, c'est que vous ne savez pas toujours qu'il est porteur de charge tant que vous ne l'avez pas retiré et que vous n'avez pas observé ce qui arrive à la structure autour de lui. Certaines choses dans le secteur bancaire nécessitent du temps pour être construites. Les relations avec les examinateurs, la crédibilité réglementaire, l'historique institutionnel, la connaissance spécifique de la raison d'être de chaque procédure et de ce qu'elle a été conçue pour prévenir. Vous ne pouvez pas télécharger cela d'un consultant, ni le résumer dans un tableau de bord, ni le confier à quelqu'un qui a passé l'année précédente à optimiser les points de contact client pour une chaîne de vente au détail. Les examinateurs fédéraux font leur travail depuis avant l'existence de PowerPoint. Ils connaissent la différence. Carter l'a appris finalement, les frais de scolarité étaient chers, mais certaines leçons ne s'apprennent pas autrement.